voudrais revenir sur la question, sur des exposés sur le judaïsme, sur Israël. Je regrette que la récente vidéo que j'ai faite ait été mal focalisée. On me voit que tout au début et après on ne me voit plus. Mais bon, pas très grave. Donc là, je poursuis concernant la question israélienne. D'ailleurs, je continue à avoir des discussions avec Benjamin Loufchani qui a ses idées là-dessus. Loufchani, il propose une Jérusalem qui ne soit plus israélienne, qui soit un peu comme pour le partage de 1947. Et moi-même, je suis né le 1er décembre 1947, donc à quelques jours, même pas même, au moment de la déclaration, la résolution de l'Assemblée générale de l'ONU. Et il propose que, comme c'était prévu à ce moment-là, Jérusalem est un statut spécial, monothéiste, et de toute façon, il pense que les Israéliens vont très rarement dans la vieille ville. Et d'ailleurs, c'est toujours un peu étrange de voir Jérusalem représentée sur les photos de publicité par la vieille ville, alors qu'en réalité, finalement, la plupart des Israéliens n'y vont pas. Mais alors, il propose aussi, toujours dans la lecture, pour réviser la résolution de 1947, il propose qu'on puisse être juif dans toute la périphérie de la Palestine. On peut être juif même quand on n'est pas dans la région judaïque, et on peut être arabe et citoyen arabe même quand on n'est pas dans la région arabe. Puisque le principe qui a été posé en 1947, c'était un principe du sol, c'est-à-dire que voilà, si on est dans telle région majoritairement arabe, on est citoyen arabe, et si on est dans une région majoritairement juive, on est citoyen juif. Voilà. Donc effectivement, tout ça est intéressant. Moi, je me situe un petit peu à un autre niveau. Euh, je suis pour l'intégration d'Israël dans l'Union européenne. On a beaucoup parlé récemment de l'intégration de la Turquie. Ça fait problème, mais je crois que d'ailleurs Israël a des accords déjà avec l'Union européenne, mais je pense très franchement, moi qui connais bien Israël, que Israël a parfaitement sa place dans l'Union européenne et que si c'était le cas, les problèmes géopolitiques se poseraient autrement. Si l'Europe veut véritablement reconnaître l'existence de l'État d'Israël et affirmer son existence, il faut absolument qu'il soit intégré dans l'Union européenne. Israël n'est pas très loin de la Grèce, pas très loin de Chypre, etc. Bon. Donc, à mon avis, ce serait une solution qui irait dans une logique, effectivement, socio-religieuse, de présence chrétienne et juive autour de Jérusalem, et donc, par extension, Israël. Alors, quel Israël, etc., enfin, peu importe. Mais tout ce système la Palestine, globalement, devrait être partie intégrante de l'Union européenne, ou alors peut-être des éléments simplement, enfin ça c'est à aménager. Et inversement, il y aurait effectivement une acceptation d'une présence arabe en Union européenne, comme c'est le cas avec les Maghrébins en France, etc. Un échange de bons procédés, il faut mettre en balance les deux. Une présence occidentale représentée par Israël en Palestine, et une présence arabo-turque, d'ailleurs beaucoup de Turcs en Allemagne, de l'autre côté. Euh, bon. Et peut-être que l'intégration de la Turquie ferait peut-être aussi sens quelque part, c'est pas certain. En tout cas, ce serait l'objet d'un échange. Je pense qu'on ne peut pas accepter que la Turquie fasse partie de l'Union européenne si Israël n'en fait pas partie également. C'est une question de donnant-donnant, je dirais. À ce moment-là, ça calmerait le jeu, mais il faut effectivement aussi qu'on trouve un arrangement au sein même de cette Palestine qui initialement, en 1920, comportait également ce qu'on appelle aujourd'hui la Jordanie. Le mot Jordanie vient du mot Jourdain, qui est le fleuve qui traverse la Palestine, et qui n'en est pas à la frontière.
le bizarre qu'un pays s'appelle la Jordanie, alors qu'en réalité, la Jordanie, c'est le. En fait, on pourrait appeler la Palestine la Jordanie. Ce serait peut-être pas une mauvaise idée d'ailleurs. Et donc, il y a des relations particulières à envisager entre le monde occidental et le monde arabe. C'est ça la vieille affaire, n'est-ce pas? Et c'est quelque chose d'extrêmement, historiquement extrêmement ancien. Euh, N'ignorez pas que la guerre de Troie est liée aussi à des questions de ce type. Hein. La guerre de Troie, la Troie, ça se passe en Turquie. Il y a une espèce de. Le Proche-Orient, depuis la Turquie jusqu'à la mer Rouge, est une région qui est revendiquée par l'Occident, qui fait partie de la Méditerranée, en fait. Tout ce qui borde la Méditerranée fait partie de l'Occident jusqu'à un certain point. Et on pourrait en discuter, effectivement. En tout cas, cette partie de la Méditerranée qui se trouve en Asie, bon, ça s'appelle comme ça, c'est pas très pourquoi, enfin, admettons, en Asie, fait partie de l'Occident. Concernant le nord de l'Afrique, c'est peut-être autre chose, on pourrait ne pas entrer dans cette considération-là. Mais il faut revenir à des questions fondamentales sur les races, sur les continents. On peut pas dire que c'est dépassé. Les choses ne sont pas dépassées. Les problèmes persistent, n'est-ce pas? Ce modernisme qui dit, voilà, maintenant, ce n'est plus comme avant, etc. On a dépassé ce problème-là. À mon avis, la question des races n'est pas dépassée. Elle n'est peut-être pas explicitée actuellement par la recherche scientifique, mais elle le sera un jour ou l'autre. Il semblerait que les Arabes et les Occidentaux, les Européens, n'appartiennent pas à la même race, on peut dire. Voilà, et d'ailleurs, il n'y a pas tellement de débat là-dessus. Bon, euh, on peut aussi éventuellement imaginer qu'ils en font partie, mais alors ça changerait complètement le cours des choses. En tout cas, à un moment donné, il y a eu un clivage qui s'est fait, voilà, un clivage fondamental qui s'est fait et qui reste valable, hein, qui reste valable. Donc on ne peut pas non plus remonter au déluge, non plus. Il faut monter loin, mais pas forcément au déluge. On ne va pas remonter à Adam. Bon. Donc il y a cette dimension-là. Euh, donc l'idée majeure, c'est de militer et d'organiser, de créer une structure qui milite en faveur de l'intégration rapide d'Israël au sein de l'Union européenne, avec la possibilité, bien sûr, qu'il y ait un État, un chef d'État qui puisse éventuellement. Bon, maintenant, de toute façon, la question des chefs d'État qui dirigent l'Europe est un petit peu dépassée, donc c'est plus tellement la question finalement. Hein. Alors, en ce qui concerne le système politique, je voudrais quand même dire quelques mots à ce sujet parce que j'ai toujours pensé que Israël était un petit peu malade de sa démocratie ou d'une certaine philosophie, d'une certaine idée de la démocratie qui fait qu'on dit oui, il ne faut pas accorder aux Arabes les droits, les pleins droits parce que ils auraient la majorité dans le pays, des choses comme ça. Bon, euh, je pense que la notion d'État fédéral est quand même une très bonne idée pour Israël, comme c'est le cas par exemple en Allemagne. Un État fédéral avec une autonomie, ou en Espagne d'ailleurs, avec une certaine autonomie par des différentes parties. Je pense que la formule fédérale aurait été la meilleure lorsqu'on a décidé en 1947 de réaménager les choses et de renégocier le mandat de la Société des Nations qui datait de 25 ans plus tôt, qui a été dévolu aux Britanniques, et les Britanniques ont remis le mandat qu'ils avaient non plus à la Société des Nations dont l'ONU prenait la succession, donc finalement l'ONU et l'association c'est la suite. Et donc le mandat britannique a été remis à l'ONU, et l'ONU a fait ce qu'il a fait, peut-être pas forcément très heureusement. En tout cas, ça n'a pas été très bien accepté. Je pense que la formule fédérale est très bonne. Ça permet
de résoudre plus ou moins le problème des populations des régions majoritairement arabes ou majoritairement juifs au sein d'un seul et même État qui serait donc, lui, membre à part entière de l'Union européenne.